bienvenue dans cette vidéo. Aujourd'hui, on va parler de la dimension politique de la guerre. Les hommes se font la guerre depuis très longtemps et ont donc pensé la guerre depuis au moins l'Antiquité. Saint Augustin, par exemple, nous parle du concept de guerre juste, une guerre où l'usage de la violence est accepté parce qu'il défend une cause qui serait jugée juste, à condition que cette guerre soit faite sous l'autorité d'un prince, que la cause défendue soit donc juste et qu'il y ait une intention droite chez ceux qui font la guerre, c'est-à-dire qu'ils veulent bien promouvoir le bien et éviter le mal. Au Moyen-Âge, les choses se précisent avec Thomas d'Aquin qui commence à élaborer un droit de la guerre. Et puis, au XIXe siècle, dans son traité de la guerre paru en 1832, Karl von Clausewitz définit la guerre comme la prolongation de la politique par d'autres moyens, autrement dit une guerre qui oppose des États, des nations, qui va devenir plus tard absolue, voire totale. Et ce qu'on va voir dans ce cours, c'est qu'en fait, autant la guerre au XIXe et tout début XXe correspondait encore assez bien au modèle de Clausewitz, autant plus on avance au XXIe siècle, plus la guerre devient irrégulière, asymétrique, impliquant des acteurs non étatiques, et plus on s'éloigne peut-être du modèle de Clausewitz. Notre problématique est donc la suivante pour l'axe 1, comment se transforme la manière de penser et de faire la guerre. Pour cette première partie, on va voir dans quelle mesure les conflits restent des guerres régulières et limitées jusqu'au XIXe siècle. Ces conflits sont d'abord avant tout politiques, ainsi au Moyen-Âge, la guerre est le monopole finalement de la noblesse qui forme les élites du royaume, puisque le roi ne maîtrise pas totalement sa puissance militaire, il n'y a pas d'armée permanente, et les grands seigneurs n'hésitent pas à recourir aux mercenariats, qui vont donc, pour ces derniers, défendre avant tout leurs propres intérêts. Avec la naissance des États modernes, où on a une autorité légitime du pouvoir sur une population, les armées sont désormais permanentes, nombreuses et vont obéir directement au roi, qui ne va pas hésiter à recourir à la force pour mettre en place sa politique extérieure. Pour Clausewitz, la guerre répond en effet à des objectifs politiques et peut constituer un moyen de pression, c'est pour ça qu'il nous dit que la guerre est la continuation de la politique par d'autres moyens. Cette citation, vous la notez impérativement. Alors, il nous dit ça dans un contexte de conquête coloniale où on a des grands empires qui se forment en Amérique du Nord, en Afrique et en Inde et qui créent des tensions entre les colonisateurs. Et ces tensions, vous l'avez vu avec les jalons, éclatent en Europe avec la guerre de 7 ans qui dure de 1756 à 1763 où on a la Prusse qui est alliée à la Grande-Bretagne et l'Autriche qui est alliée à la France et à la Russie et on a ces grandes coalitions qui vont s'affronter d'abord sur le territoire européen mais aussi dans le monde colonial. Ce sont donc des conflits interétatiques et symétriques où des États s'affrontent avec des armées et des flottes similaires, et dans les faits, c'est le premier grand conflit mondial en réalité. Cette guerre reste néanmoins une guerre limitée, que les États savent arrêter quand ils ont atteint leur objectif politique, puisque l'issue de la guerre dépend des moyens que les belligérants sont prêts à mettre en œuvre. En général, à l'époque moderne, on ne cherche pas la disparition totale de l'adversaire, mais on fait plutôt une guerre dans le but de négocier pour faire valoir ses intérêts, par rapport à la puissance adverse. En 1763, le traité de Paris entérine l'affirmation européenne de la Prusse et le recul de la puissance coloniale française au profit de la thalassocratie anglaise. Néanmoins, attention, si cette guerre est considérée par Clausewitz comme un modèle de guerre réel, c'est-à-dire où on a des moyens et des violences engagées proportionnelles par rapport au but politique visé, elle préfigure néanmoins la guerre absolue par ses victimes militaires, on a plus de 700 000 morts, mais aussi par ses victimes civiles, notamment les Acadiens, qui sont 1,3 million à être déportés. On peut s'intéresser maintenant aux guerres révolutionnaires et napoléoniennes qui constituent un tournant dans l'histoire des guerres modernes. Vous l'avez tous vu l'année dernière, mais petite piqûre de rappel. En avril 1792, les députés déclarent la guerre à l'Autriche, qu'ils soupçonnent de vouloir établir par la force la monarchie absolue en France. L'objectif est de contraindre Louis XVI à révéler sa collusion avec la contre-révolution, et la guerre semble en fait le chemin le plus court vers l'instauration durable d'une république. En juillet, la France est envahie par l'Autriche et la Prusse, 200 000 volontaires prennent alors les armes pour sauver la patrie en danger, et le 20 septembre, à la surprise générale, ils infligent une défaite aux troupes coalisées à Valmy. Pour Clausewitz, les Français ont gagné par leur désir de vaincre, l'engagement au service d'une cause politique, mettre fin définitivement à l'ancien régime, la volonté de défendre une patrie en danger, de propager les idéaux révolutionnaires, notamment ceux de 1789, l'affirmation du sentiment national et la volonté de détruire des ennemis de la liberté.
Et le 21 septembre 1792, la monarchie est officiellement abolie et la Première République proclamée. Seulement la mort du roi réactive la coalition contre-révolutionnaire qui est rejointe en plus par l'Angleterre, et en tout ce sont 7 coalitions qui vont affronter la France entre 1792 et 1815. Cette guerre d'abord défensive se mit en entreprise de conquête pour diffuser les idéaux révolutionnaires, en particulier dans les républiques sœurs, fondées notamment par Napoléon. Ce sont des guerres de masse, avec le système de la conscription qui devient obligatoire à partir de 1798, de façon à alimenter les effectifs de la Grande Armée, à laquelle on rajoute aussi des contingents étrangers. Dans ces conflits de première génération, c'est bien le nombre de soldats et la tactique employée qui doivent faire la différence sur le champ de bataille. Néanmoins, dans les territoires conquis par la France, apparaît aussi ce qu'on appelle la petite guerre ou la guérilla, autrement dit des combats menés par des unités mobiles qui pratiquent une guerre de harcèlement et d'embuscade, notamment en Espagne entre 1808 et 1814, ou dans les États allemands, où l'occupation française a contribué à l'éveil d'une conscience nationale. Rappelez-vous vos cours de première. Le XIXe siècle voit en effet l'apparence de nouveaux conflits que sont les guerres d'indépendance. Ce ne sont plus des guerres interétatiques, mais des guerres à l'intérieur d'un État, où les civils sont mobilisés dans un but précis, celui d'obtenir leur indépendance. C'est le cas notamment en Allemagne et en Italie, mais aussi en Amérique du Sud, où les colonies espagnoles et portugaises se soulèvent pour obtenir l'indépendance entre 1810 et 1825, tandis qu'aux États-Unis, la guerre de sécession fait plus de 600 000 morts entre 1861 et 1865. Et entre l'essor du nationalisme et les progrès de l'industrialisation, la guerre va changer de visage. Entre 1870 et 1871, la guerre franco-prussienne contribue à parachever l'unité de l'Allemagne qui est proclamée dans la Galerie des Glaces à Versailles. En 1912 et 1913, ce sont les guerres balkaniques qui font plus de 120 000 morts entre Bulgares, Serbes, Grecs et Roumains, notamment, qui cherchent tous à mettre en place des États-nations et à définir de nouvelles frontières maintenant qu'ils ne sont plus dans l'Empire ottoman. Enfin, les Européens font la guerre en Asie et en Afrique. Par exemple, sous le règne de Victoria, entre 1837 et 1901, la Grande-Bretagne a mené plus de 60 guerres coloniales. On a parlé de guerre industrielle, et en effet, il y a un point commun à tous ces conflits, c'est non seulement la hausse des effectifs, mais aussi le perfectionnement des armes, l'emploi notamment de la mitrailleuse, l'utilisation également du chemin de fer pour le transport des troupes qui fut décisif notamment pour la politique de Bismarck. Et l'arrivée de ces guerres industrielles préfigure l'avènement des guerres absolues selon le modèle de Clausewitz, qu'on va voir avec les 2 guerres mondiales. Si l'Europe a été traversée par de très nombreuses guerres au cours du XIXe siècle, les différentes nations se sont préparées à l'éclatement d'une guerre plus importante en signant de nombreuses alliances. En 1879, l'Allemagne s'allie à l'Autriche-Hongrie, puis l'Italie les rejoint en 1882 pour former la Triple Alliance. En face, la France s'allie à la Russie entre 1893 et 1894, puis au Royaume-Uni en signant l'entente cordiale en 1904, ce qui leur permet de former la Triple Entente. En parallèle de cette politique d'alliance, les différentes nations ont familiarisé les sociétés avec la guerre par le biais de la conscription. Le régiment est ainsi devenu, après l'école, un lieu de transformation de la société, de nationalisation des masses, si on écoute l'historien américain George Moss. Alors qu'en 1870, un Français sur 74 et un Allemand sur 34 avaient reçu une formation militaire, ils sont en 1914 un Français sur 10 et un Allemand sur 13. Depuis 1913, en effet, le service militaire est porté à 3 ans, et les différents belligérants se livrent aussi à une course à l'armement, ce qui est illustré par l'accroissement des budgets militaires multipliés par 3 en Allemagne et par 1,5 en France. Après des années de tension, à l'été 1914, c'est l'embrasement, puisque suite à l'assassinat de l'archiduc François Ferdinand le 28 juin 1914, un mois plus tard, l'Autriche-Hongrie déclare la guerre à la Serbie. Le 1er août, l'Allemagne déclare la guerre à la Russie, puis le 3 à la France, et le 4, le Royaume-Uni déclare à son tour la guerre à l'Allemagne. C'est encore une guerre du droit si on écoute l'écrivain Émile Inzelin, au sens où elle oppose des États-nations qui classent la défense de la nation comme objectif suprême de la guerre. Mais vous le savez, cette guerre qu'on pensait être courte s'enlise rapidement dans les tranchées et devient une guerre totale où la totalité de la société est engagée dans le conflit, sur le front comme à l'arrière. L'ensemble de la société est ainsi mobilisé. On a une mobilisation militaire de près de 70 millions de soldats, une mobilisation économique avec une reconversion de l'industrie au profit de l'armement et la mise en place des grands emprunts nationaux pour soutenir une économie de guerre qui permette aux différentes nations de s'imposer.
Pour ne pas saper le moral des troupes, une mobilisation idéologique d'ampleur est aussi mise en place avec la censure et l'adoption de la propagande qui permettent de diffuser une culture de guerre dans la société. C'est aussi la première guerre globale, si on écoute l'historien américain Jay Winter, puisque les flux de personnes, de capitaux, de marchandises et d'informations vont alimenter la mondialisation. Surtout, ce qu'il faut retenir pour vous, c'est que la guerre change d'échelle et s'industrialise. Privilégiant la puissance de feu au nombre de combattants, on passe ainsi dans un conflit de seconde génération. Les armes ont évolué, on utilise des chars, des avions, des gaz de combat, on privilégie l'artillerie, qui provoque 70 à 80% des décès contre seulement 10% pendant la guerre de sécession, et au final ce sont 11 millions de personnes qui périssent pendant la guerre, dont plus d'1 million d'Arméniens lors du premier génocide du XXe siècle. Alors qu'il y avait, entre guillemets, seulement 3 millions de morts pendant les guerres napoléoniennes entre 1805 et 1815. Mais si la Première Guerre mondiale est une guerre totale, la Seconde Guerre mondiale est-elle une réelle guerre d'anéantissement ? Déclenchée en 1937 avec l'invasion de la Mandchourie par le Japon, puis en Europe le 1er septembre 1939 avec l'invasion de la Pologne par l'Allemagne, il s'agit d'un conflit de troisième génération, puisque la Blitzkrieg, la guerre éclair menée par l'Allemagne, repose sur la mécanisation de l'armée de terre et le développement des combats aériens. Cette technique permet ainsi de contourner le dispositif défensif et d'assurer une victoire rapide aux armées allemandes. Alors, pendant la Première Guerre mondiale, les motifs étaient plutôt politiques. Pour la Seconde Guerre mondiale, ils sont idéologiques, puisque, vous le savez, les pays de l'Axe partagent une idéologie qui est impérialiste et raciste. Le Japon cherche à soumettre à leur domination une sphère de coprospérité en Asie, tandis qu'Hitler veut rassembler les peuples germanophones, c'est ce qu'on appelle le pan-germanisme, et coloniser ce qu'il appelle un espace vital, le Lebensraum, au service de la supériorité et de la pureté de la soi-disant race aryenne, tandis qu'en face, les Alliés combattent pour la défense de la liberté et de l'égalité entre les peuples. Ces grands principes sont réaffirmés dans la Déclaration des Nations Unies de janvier 1942, où 26 pays des 5 continents décident de s'allier pour créer un autre monde après la guerre. C'est une guerre d'anéantissement, on l'a dit, mais c'est aussi, malgré tout, une guerre totale, puisqu'elle mobilise plus de 100 millions de soldats, autrement dit un homme sur 9 à l'époque, et ne serait-ce que 35 millions en URSS et 18 millions en Allemagne. L'économie et la science sont aussi mises à contribution, puisque l'industrie est reconvertie à nouveau. On a notamment le Victory Program aux États-Unis, et on invente de nouvelles armes comme le V1 et le V2 surtout, et puis le projet Manhattan en 1945 qui donnera la bombe atomique, ce qui confère à cette nouvelle guerre un degré de violence absolument inédit. C'est avant tout un conflit interétatique, mais on l'a dit, c'est surtout une guerre d'anéantissement, puisque les civils sont les principales victimes. Les Japonais réduisent ainsi les populations dominées en esclavage, tandis que l'Allemagne nazie organise le génocide des Juifs et des Tziganes et font près de 6 millions de morts. Face à eux, les Alliés n'hésitent pas à bombarder massivement les villes allemandes et japonaises et à utiliser l'arme atomique les 6 et 9 août 1945. Dans tous les cas, ce sont les civils qui sont principalement des cibles, ce qui permet de briser le moral de l'ennemi. Et le nombre de civils morts pendant le conflit est tellement important que les historiens Ernst Nolte et Enzo Traverso parlent carrément de guerre civile européenne pour désigner l'ampleur des violences à l'encontre des civils. Puisqu'en tout et pour tout, cette guerre fait 60 millions de morts dans le monde. Et sur ces 60 millions, plus de la moitié sont des victimes civiles. On l'a dit, on a voulu créer de nouvelles institutions, créer un nouveau monde après la Seconde Guerre mondiale, mais ces grandes alliances contre l'Allemagne ne survivent pas à la fin de la guerre, puisque dès le 5 mars 1946, Churchill peut déplorer qu'un rideau de fer se soit abattu de Stettin à la Baltique, sur tout le continent, dans son discours de Fulton. Comme l'a dit Walter Lippmann en 1947, une nouvelle guerre s'ouvre alors qui est une guerre froide, une guerre avant tout idéologique et dans laquelle la propagande va jouer un rôle essentiel. Cette guerre démarre en 1947 avec les doctrines Truman et Jdanov. Les deux camps, on parle de bipolarisation du monde, se diabolisent mutuellement et chacun défend son modèle politique et économique. À l'ouest, c'est Harry Truman qui défend la démocratie et le capitalisme en mars 1947, alors qu'à l'est, c'est Andrei Jdanov qui va défendre le modèle communiste. Et pendant plus de 40 ans, les relations internationales sont donc dominées par cet affrontement idéologique, politique, économique, scientifique, militaire, mais aussi culturel, on le voit dans le sport en particulier, entre ces deux superpuissances issues de la Seconde Guerre mondiale. Par un nouveau système d'alliance, deux blocs se constituent ainsi, avec l'OTAN en 1949 pour le bloc de l'Ouest et le pacte de Varsovie en 1955 pour le bloc de l'Est.
Seulement, si les deux grands sont lourdement armés, la dissuasion nucléaire rend impossible tout conflit armé direct. En vertu de l'équilibre de la terreur, États-Unis et URSS disposent de la bombe A depuis 1945 avec le projet Manhattan pour les États-Unis et 1949 pour l'URSS, puis de la bombe H, qui est un perfectionnement à la bombe à hydrogène, en 1951 et en 1953 pour l'URSS. Et du coup, si l'un des deux attaque avec une arme atomique, l'autre va riposter, et le monde entier risque d'être détruit. Raymond Aron parle donc, pour désigner cette situation, de paix impossible et de guerre improbable. Ça n'empêche pas une compétition dans plein de domaines différents, on l'a déjà dit, mais aussi des conflits périphériques, indirects, entre les deux puissances, qui leur permettent d'envoyer quand même des armées se massacrer mutuellement. Il y a ainsi 15 conflits conventionnels qui ont lieu entre 1945 et 1991, de la guerre de Corée jusqu'à la guerre du Golfe, en passant par la guerre du Vietnam, dont on va parler un petit peu tout de suite. Cette guerre du Vietnam trouve sa source dans la guerre d'Indochine qui s'arrête en 1954 et suite à laquelle le Vietnam est partitionné en deux États, avec d'un côté les Sud-Vietnamiens qui sont alliés des États-Unis et de l'autre côté les Nord-Vietnamiens qui sont eux alliés aux Chinois derrière Ho Chi Minh. Cette guerre du Vietnam se déroule en fait avec deux conflits distincts. Le conflit qui se déroule au nord est une guerre conventionnelle où les Américains bombardent depuis leur B-52 et à l'aide de leur 7e flotte. Le deuxième conflit a lieu, lui, au sud et se passe sous forme de guérilla, la fameuse petite guerre de Clausewitz, où, terré dans la jungle, le Viet Cong bénéficie du soutien d'une partie de la population et reçoit des armes soviétiques et nord-vietnamiennes. Il y a notamment ce qu'on appelle la piste Ho Chi Minh, s'étendant du Laos au Cambodge. Et face à cet ennemi invisible, les Américains n'hésitent pas à recourir à des armes non conventionnelles, comme le napalm ou encore l'agent orange, ce qui va ternir leur image et précipiter un petit peu les négociations. Celles-ci aboutissent en 1973 aux accords de Paris qui reconnaissent l'indépendance et l'unification du Vietnam. C'est un conflit marquant pour la puissance américaine puisque malgré leur avancée technologique et leur supériorité financière, ils sont contraints de se retirer et en sortent durablement traumatisés. Ce conflit, comme d'autres guerres de décolonisation ou d'autres conflits de la guerre froide, annonce les guerres irrégulières qui arrivent à la fin du XXe et au début du XXIe siècle, où il n'y a ni front ni frontières et où on voit un développement de guerres irrégulières et asymétriques. Les empires coloniaux ne résistent ainsi pas à la Seconde Guerre mondiale. Non seulement les populations locales ont contribué à l'effort de guerre, on a 2 millions d'Asiatiques et 500 000 Nord-Africains qui ont combattu aux côtés des puissances européennes, mais ils sont désormais convaincus que les Européens ne sont pas infaillibles et que l'ordre colonial n'est plus inébranlable. Et ils sont confortés en cela par l'anticolonialisme des Américains et des Soviétiques qui revendiquent par le biais de l'ONU le droit des peuples à disposer d'eux-mêmes, une idée que les Européens avaient les premiers mis en avant au XIXe siècle. Le processus de décolonisation s'enclenche alors et si la plupart des colonies accèdent à l'indépendance de façon pacifique, beaucoup de ces pays nouvellement indépendants se livrent à des guerres interétatiques, comme la guerre indo-pakistanaise au Cachemire entre 1947 et 1949, voire sombrent carrément dans des guerres civiles, comme la province minière du Katanga au Congo belge, à peine 2 semaines après l'indépendance de 1960. Cette vague de décolonisation touche d'abord l'Asie avec les indépendances de l'Inde, mais aussi de l'Indonésie de Sukarno ou d'Ho Chi Minh pour le Vietnam, qui déclarent l'indépendance de leur pays dès 1945, avant d'arriver en Afrique, où pourtant, déjà en 1945, l'Algérie avait tenté d'avoir son indépendance lors de la manifestation de Sétif. Ces guerres de décolonisation sont avant tout des guerres irrégulières, puisqu'elles opposent des États et des armées conventionnelles à des mouvements nationalistes qui n'hésitent pas à s'appuyer sur le modèle de la petite guerre de Clausewitz, autrement dit la guérilla, donc pour harceler des troupes étatiques et les faire plier malgré une vraie dissymétrie des forces engagées. Quelques éléments sur la guerre d'Algérie. Celle-ci commence le 1er novembre 1954 quand le FLN, le Front de Libération Nationale, orchestre une vingtaine d'attentats lors de la Toussaint Rouge. L'état d'urgence est décrété l'année suivante, puisque pour les pouvoirs français, l'Algérie, c'est la France. C'est une colonie très riche et après avoir perdu l'Indochine, la France n'est pas prête à perdre aussi l'Algérie, qui est un parti départementalisé. La France déploie alors des moyens exceptionnels, le contingent, les jeunes qui font leur service militaire, est envoyé sur place, ce sont 400 000 soldats qui vont aller faire la guerre d'Algérie. Tout acte de rébellion est réprimé dans le sang, et on peut sanctionner les complices avec des travaux d'intérêt général et des réquisitions.
Les pouvoirs politiques français refusent d'employer le terme de guerre d'Algérie, argumentant que ce sont des félagas, autrement dit des bandits de grand chemin et non des Algériens qui se battraient, alors que dans le même temps, le terrorisme se développe, le FLN éliminant les membres du MNA de Messali Hadji, y compris en métropole. Le conflit s'aggrave alors et s'engage la bataille d'Alger où les contrôles sont multipliés et surtout où l'armée française utilise largement la torture de façon à traquer, rechercher et faire tomber les membres du FLN, et malgré tout, la guerre s'enlise. Le 13 mai 1958, les Pieds Noirs soutenus par les généraux tentent un coup de force et un appel au général de Gaulle qui arrive au pouvoir en France et crée la Ve République. Dès l'année suivante, il se prononce en faveur de l'autodétermination et entame les négociations avec le FLN, provoquant le mécontentement des Pieds Noirs qu'il avait choisis en 1958. Tant et si bien que les généraux organisent un putsch en 1961, mais ne sont pas suivis par le contingent, on se dirige réellement vers une fin de conflit. L'OAS, l'organisation de l'armée secrète qui voulait préserver l'Algérie française, a beau organiser de nombreux attentats, la guerre s'achève finalement avec les accords d'Évian le 19 mars 1962, et l'indépendance est officiellement proclamée le 3 juillet, approuvée à 99,5% de oui par les Algériens. Reste la question des Pieds Noirs et des Harkis. 800 000 Pieds Noirs gagnent la métropole et seuls 43 000 sur 200 à 260 000 soldats musulmans et combattus dans l'armée française peuvent faire de même. Les autres, ceux qui sont condamnés à rester sur place, sont massacrés par le FLN. Cette guerre sans nom jusqu'en 1999 a ainsi coûté la vie à 300 000 Algériens et 30 000 Français. La fin de la guerre froide et des décolonisations n'a pas donné pour autant naissance à un nouvel ordre mondial pacifique. On recense ainsi 73 conflits entre 2002 et 2011, seuls 4 sont interétatiques, et la très grande majorité des conflits sont donc des conflits intra-étatiques en lien avec la résurgence du nationalisme suite à l'effondrement de l'URSS et de la Yougoslavie. Le communisme prend fin en Yougoslavie en 1989 et les républiques yougoslaves proclament une à une leur indépendance, à commencer par les Slovènes et les Croates en 1991, puis les Bosniaques en 1992. Cependant, les Serbes ripostent et se livrent à des opérations de purification ethnique. De 92 à 95, ils encerclent ainsi la ville de Sarajevo pendant que les milices serbes investissent l'artère principale, en particulier les gratte-ciel, depuis lesquels leurs snipers assassinent plus de 10 000 civils. Ce siège est avant tout une guerre d'usure, dont le but est de semer la terreur parmi la population civile. Ville martyre pendant près de 4 ans, Sarajevo devient ainsi le symbole du droit international bafoué, et marque aussi le retour de la guerre en Europe. Le Caucase aussi est touché par de nombreux conflits entre groupes ethniques qui cherchent à s'affranchir de la tutelle d'un État, notamment dans le Haut-Karabakh. On reparlera plus tard dans l'année de la question des Arméniens du Haut-Karabakh, en Abkhazie, en Tchétchénie et aussi en Ossétie du Sud. Au Rwanda, les rivalités entre agriculteurs Hutus, qui forment près de 80% de la population, et les éleveurs Tutsis, qui remontent à la colonisation, finissent par éclater sous forme de génocide. En 1959, une large partie des Tutsis avaient fui hors du pays lors de la Toussaint rwandaise, et à partir de 1990, leurs descendants reviennent d'Ouganda pour revendiquer leurs terres et leurs familles. Les violences se multiplient alors, et le président finit par ordonner dans chaque village la création d'une milice Hutu. La paix est signée le 4 avril 1994, mais 2 jours plus tard, les présidents Hutus du Rwanda et du Burundi meurent dans un attentat qui sert de prétexte au génocide des Tutsis. Près de 800 000 personnes sont alors assassinées en 3 mois, dans un enchaînement de violences inégalées, notamment à base de machettes. Enfin, si on a beaucoup parlé du lien entre politique et guerre, ces dernières peuvent aussi montrer la faiblesse des États. À cause du mal-développement et de l'absence de contrat social, la guerre devient le mode normal de fonctionnement de la société dans les États faillis, comme la Centrafrique, la Somalie ou le nord du Mali. Corrompus, ces derniers sont incapables d'assurer le développement, de percevoir l'impôt, d'éduquer les masses et de mettre sur pied une armée loyale au pays. Ils perdent le monopole de la violence légitime au profit des seigneurs de guerre, qui usent de la terreur, enrôlent les enfants soldats et prélèvent un tribut sur les civils. Les conflits affectent donc désormais principalement les civils, qui sont 90% des victimes au début du XXIe siècle contre 5% en 1900, et 80% d'entre elles sont des femmes et des enfants. Enfin, la dernière forme de conflit qui s'est le plus répandue depuis le début du XXIe siècle, ce sont bien les guerres irrégulières en lien avec le terrorisme. Il s'agit de guerres sans front et sans frontières qui opposent des États à des acteurs non étatiques. On parlera donc de conflits de 4e génération. En cause, l'émergence d'acteurs transnationaux qui sont capables de mener des conflits de grande ampleur comme Al-Qaïda, qui essaime au Sahel sous la forme d'AQMI, et dans la péninsule arabique où on parle d'AQPA. Les terroristes ne sont pas les seuls acteurs auxquels il faut penser ici.
Il faut aussi avoir en tête les cartels de la drogue dont l'activité dépasse les frontières, notamment au Mexique. Et si les guerres contre la drogue ont été menées au Brésil ou aux Philippines, la question est très loin d'être réglée. Dans ces nouvelles guerres, le but des acteurs est de détourner des technologies pour construire à moindre frais des armes de destruction afin d'anéantir progressivement la détermination de l'adversaire par des attaques successives en enchaînant la guérilla et les attentats. Depuis de nombreuses décennies, le terrorisme est ainsi un mode d'action utilisé par les groupes armés pour accentuer la pression sur les adversaires. On pensera à l'IRA en Irlande, à l'ETA au Pays Basque ou encore à l'OLP en Palestine. C'est un mode d'action qui dépasse largement les cadres traditionnels de la guerre, mais la théorie de Clausewitz s'y applique. Puisque les terroristes utilisent la violence dans un but politique, les combattants considèrent en effet que cette façon d'agir est la meilleure tactique leur permettant d'attirer l'attention sur leur cause, et d'ailleurs la plupart de ces mouvements, IRA, ETA, OLP, émanent d'un parti politique. Le terrorisme islamiste, en revanche, est assez différent. L'islamisme émerge dans les années 70, avec en 1979 en Iran une révolution qui renverse le régime pro-occidental du Shah et instaure une république islamique qui est fondée sur la charia. La même année, l'URSS envahit l'Afghanistan. Or, les Américains arment la résistance afghane au sein de laquelle naît l'idée d'un djihad mondial. À l'issue de la guerre froide, le politiste américain Samuel Huntington affirme que la guerre a changé d'échelle et de nature. Les conflits n'opposeraient plus les nations, mais des civilisations se définissant avant tout par la religion, et donc, comme on le voit sur la carte ci-contre, concrètement les conflits auraient lieu d'après lui, au point de rupture ou de rencontre entre ces différentes civilisations. Événement qui semble justifier sa théorie qui depuis a été bien mise de côté. Vous le savez, c'est le 11 septembre 2001 quand Al-Qaïda frappe les Twin Towers aux États-Unis au motif qu'il mène une croisade contre l'islam. Bien que les réseaux terroristes comme Daesh préconisent l'instauration de régimes islamistes dans le monde, comme ce qu'ils ont tenté de faire en Syrie ou au Levant avec la création du soi-disant État islamique, la négociation politique disparaît au profit de la multiplication d'attentats en réalité à l'échelle planétaire. Ces attentats terroristes, ces nouveaux types de guerre, est donc un conflit éminemment psychologique où tous les moyens sont utilisés, notamment la propagande et la désinformation. Ce sont des conflits qui ne respectent pas le droit de la guerre dans la mesure où il n'y a pas de déclaration préalable, que les règles de la guerre sont violées par les acteurs non étatiques, mais aussi par les États qui les combattent. Par exemple, en Irak, les Américains n'ont pas hésité à torturer les prisonniers soupçonnés de terrorisme et à mentir devant le Conseil de sécurité. La manière de penser et de faire la guerre a donc profondément évolué depuis le XVIIIe siècle, tant dans son approche que dans les moyens à disposition des belligérants. On parle ainsi, selon la théorie de William Lind, de conflits de 4 niveaux de génération différents, première, deuxième, troisième, quatrième génération. Essayez de réviser votre cours en pensant avec cette terminologie pour voir si vous arrivez bien à catégoriser les différents conflits présentés. On va quand même nuancer ce mouvement général qu'on a pu voir dans le cours. Puisque si on observe bien une multiplication des conflits asymétriques et non conventionnels, l'éclatement de la guerre en Ukraine en février 2022 a remis les pendules à l'heure. Les guerres interétatiques ne sont pas terminées et peuvent même constituer encore aujourd'hui une menace majeure pour la paix mondiale, la Russie n'ayant pas hésité à agiter le risque atomique face au soutien de l'Ukraine. Merci beaucoup d'avoir écouté ce cours jusqu'au bout, et je remercie aussi ma collègue Stéphanie Ferlet qui a fait l'essentiel du cours qui a été présenté aujourd'hui. Bonne révision à tous!